Bon, les gars, vous n'êtes pas prêts et nous non plus parce que on a franchement rien préparé pour ce podcast. Comment ça va, Moss? Eh ben écoute, ça va très bien. On va parler du sujet le moins dans l'actualité de tous les sujets de l'actualité, c'est-à-dire de bouffe. Voilà. On est en France, on aime bien manger, on aime bien la gastronomie, on aime bien les trucs stylés, on aime bien même les restos un peu bistronomiques chelous là où t'as 3 feuilles qui se battent en duel dans une assiette gigantesque. Et on s'est dit, il y a des problèmes de droits de douane, c'est la guerre économique, et en fait, ça y est, c'est super, c'est le moment ou jamais pour faire un podcast sur la bouffe. Voilà. Ouais, alors en fait, moi je trouve qu'il y a quand même une cohérence. C'est-à-dire qu'à l'époque où le monde s'embrase, il est bon de se replier sur des valeurs françaises, des trucs qui nous trahiront jamais, qui nous décevront jamais. La gastronomie en fait largement partie. Et je pense que interroger les rapports entre la littérature et la gastronomie, c'est un très très bon angle. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, on parlera de Balzac, ne vous inquiétez pas, mais pas que. Et en fait, on a strictement rien préparé. On est complètement à la zob. Et donc, je pense que voilà, c'est la recette pour un podcast. Gagnant. Est-ce que t'es hypé? Je suis super hypé, mais avant ça, j'ai une grande annonce fracassante. Nous avons, au moment où ce podcast est diffusé, lancé la page Tipeee pour la campagne de Roger Scruton. 2 livres, 2 bangers, un qui s'intitule Le visage de Dieu. Ça fait 200 et quelques pages, c'est court, ça se lit bien. C'est un truc absolument incontournable si vous êtes chrétien, de près, de loin. Et le deuxième, c'est un giga masterpiece, à tel point que même les scrutoniens les plus fervents m'ont dit qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour écrire la préface pour ce truc. Voilà, donc je ne sais pas encore qui va signer cette préface. On a quelques grands noms en tête et quelques discussions en cours, mais en tout cas c'est un masterpiece, c'est 600 pages sur une enquête philosophique sur la sexualité. Et donc c'est enfin un espèce de truc qui va, je l'espère, amener une 3e voie entre le coach Red Pill Eco Plus qui t'explique que en fait c'est juste une histoire de drague, de signaux physiologiques et je sais pas quoi d'autre, et la nonne chrétienne qui t'explique que tout ça c'est une affaire d'esprit et qu'il n'y a rien de charnel et que toute l'enveloppe physique n'existe pas. Et en fait c'est une enquête sur l'éros, c'est une enquête sur le désir, c'est une enquête sur en fait un peu le pendant pantagruélique de la bouffe, c'est-à-dire la bonne chair. Et donc là, en l'occurrence, ça serait juste la chair. Et voilà, donc c'est incroyable. Vous avez une chance inouïe de pouvoir l'acheter. Et pour ne rien gâcher, il y a une édition de luxe plus. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire un tirage, a priori 50 exemplaires, hors commerce. Et là, c'est open bar, il y aura des dorures, il y aura des trucs... Enfin, voilà, on s'interdit rien. Donc, si vous êtes hypé par littéralement le philosophe conservateur le plus important du siècle qui s'est écoulé et que vous le voulez dans la meilleure édition possible, voilà, vous savez ce qui vous reste à faire. Vous avez un lien en dessous de cette vidéo, vous cliquez, vous achetez, vous participez à l'effort de guerre, voilà, pour amener des idées nouvelles, pour amener des penseurs nouveaux. Et voilà, c'est la chose la plus importante que vous devez retenir de ce début de podcast, juste avant que je passe la parole à mon cher Hussard. Putain, le mec me met la pression là. Comment tu veux que je vienne après ta petite déclaration, ta petite fanfaronnade là sur Scruton, parce que c'est très bien Scruton. Mais objectif 23. Léa, il se passe quoi à la Giberne là, hein? On vient de sortir de l'ASF. Est-ce que les gens ont vraiment besoin d'aller lire Roger Scruton dans des dorures de je sais pas quoi là? En fait, on est où là? Je lis ça dans mon Pléiade. Non. Tu vas sur le site de la Giberne. Tu prends de la SF, tu prends la bonne SF de Objectif 23. On sera en podcast avec l'auteur la semaine prochaine. Voilà, c'est vrai. C'est dit. Je balance des nouveautés comme ça. Et tu soutiens un peu ce qui se passe à la Giberne. Tu vas te régaler. Il y a tout ce que tu peux aimer. Il y a du sang, il y a de la volupté, il y a de la bonne bouffe, il y a du complot, il y a des blagues. Enfin voilà, c'est extrêmement inventif comme texte. C'est plein d'audace formelle, d'audace technique. On vient de sortir ça. Vous allez forcément vous régaler. En fait, blague à part sur le Scruton, c'est un excellent projet, c'est formidable. Je trouve ça vraiment très très cool que vous arriviez à le ramener en France. Et je trouve que là c'est bien, on a 2 sorties en simultané. On aurait presque dû proposer une synergie, un packaging, un truc fait pour compris, je sais pas. Rigole, voilà. Mais en fait, tu sais que ça serait totalement faisable en vrai. Hein. Ouais, il faut qu'on réfléchisse à ce truc-là, mais j'avoue, ça serait stylé. On pourrait faire des packs, on pourrait faire une campagne croisée, on fait des packs communs. Ouais.
On fait des packs communs et je sais pas, soit on diminue les frais de port, soit on offre les frais de port, soit on fait un truc comme ça. Ouais, j'avoue. Enfin, ok, dites-nous en commentaire si ça vous hype cette idée-là. Ouais, c'est une idée. Tiens, vraiment, c'est une idée qui vient de tomber, on n'en a jamais parlé avant. Mais écoute, ouais, voilà ce qui se passe. Et donc, bah voilà, je compte sur les gens pour soutenir ce beau projet. Donc voilà, ça s'appelle Objectif 23. Il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne, la chaîne du SAR quand vous entendez ce podcast pour en parler. Donc allez la voir. Il y a même une promotion sur le reste du catalogue pendant quelques jours là. Donc voilà, c'est l'occasion de vous faire un petit cadeau à vous-même. Et sinon, alors, je voudrais juste donner un peu des informations sur des trucs qui se passent quand même dans la maison à côté, parce qu'on a des bonnes actualités en ce moment. Je passe vite dessus, après on parle de bouffe. D'abord, c'est en cours avec les Chinois, j'avais dit qu'on enverrait les Noces de Terre, la librairie française de Pékin. Ils ont signé, donc c'est bon, les livres sont en cours d'envoi. Donc voilà, si vous êtes à Pékin, rapprochez-vous des autorités compétentes pour obtenir votre exemplaire de la Giberne. Voilà, vous posséderez la Giberne et vous serez heureux. Et puis deuxième actualité, c'est que putain, je sais même plus ce que j'allais dire. Tac. Qu'est-ce que t'allais dire ? Oui, si, c'est que si vous voyez cette vidéo, enfin si vous entendez ce podcast, il y a une interview d'Aurélien Chrétien, donc l'auteur d'Objectif 23, qui est disponible sur la chaîne secondaire aussi. On a pu parler de SF, on a pu parler, mais aussi de tas d'autres sujets, hein, de société, etc. avec lui. C'est disponible sur la chaîne secondaire du SAR, donc qui s'appelle l'Empire des Lettres. Voilà, je vous invite à aller voir ça et à vous régaler. Voilà, je crois que j'ai un peu fait ma pub aussi. T'as fait ta pub. Normalement tout le monde est hypé à ce stade. Alors, je pense que là, les gens, le budget livre du mois d'avril, il est parti en 2 secondes. Donc on peut parler de bouffe. Eh ben, on va parler de bouffe. Générique. Bon alors mon cher Moss, vu que c'est toi qui m'as proposé ce sujet un peu à la zob au dernier moment, est-ce que tu as envie d'engager la discussion là-dessus ? Eh ben écoute, en fait je t'ai proposé ce sujet à la base parce que j'ai vu qu'il y avait les publications des étoiles du guide Michelin. Et en fait je me suis dit, tiens mais c'est fou, on n'a jamais parlé de nourriture, alors qu'en fait il y a pas mal d'aspects qui sont communs entre la nourriture et la littérature. Et je vois assez bien comment les étoiles du guide Michelin ressemblent à s'y méprendre au même petit marécage de grenouillage dans tous les sens que tu peux trouver dans des prix Goncourt ou dans des trucs du même style. Ouais. Et donc, tout à fait. Et je vois très bien comment, tu sais, en fait, je suis presque certain que dans le monde de la gastronomie, tu as des gars qui sont, on va dire, des puristes, qui font ça par amour du goût, etc. Tu dois avoir des types qui sont un peu des requins qui grenouillent de partout. Et en fait, je suis presque sûr que tu retrouves les mêmes archétypes que dans le monde de la littérature, avec des auteurs qui veulent absolument être vus partout, mais qui ne sont pas forcément très bons. Des auteurs qui sont très bons, mais que personne connaît, en fait. Et voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant, et je me suis dit que ça pouvait nous relancer sur un sujet un peu inhabituel, et en même temps, pourquoi pas, en fait. Non mais merci beaucoup, parce que c'est une bonne proposition, et c'est vrai que c'est un angle d'approche, un angle d'attaque assez original. Moi je pense que, alors ça c'est mon avis, hein, mais pour bien connaître le monde de l'édition, et quand même avoir autour de moi des gens qui travaillent dans la cuisine, y compris avec des grands chefs, enfin ce genre de choses, je crois que le monde de l'édition est quand même un monde beaucoup plus feutré, policé, poli, honnête, respectueux, humain et non criminel que le milieu de la cuisine. Parce que si tu veux, dans la cuisine, enfin je sais pas si tu as eu des échos, mais dans les grands chefs, c'est peut-être comment dire, le milieu le plus toxique. Ah ouais, je pense que c'est la gestion humaine la plus calamiteuse depuis le 3ème Reich en 45, en fait, si tu veux. Je pense que vraiment, les mecs sont au touche-touche. Hein. Les mecs sont au touche-touche. Tu veux dire que si tu t'appelais Chapoutot, tu sortirais peut-être un bouquin pour expliquer que la restauration c'est le nazisme, enfin un truc comme ça. Alors écoute, je sais pas si j'irais me compromettre comme cette espèce de communiste mental, payé avec mes impôts, comme tous les communistes mentaux d'ailleurs. Mais si tu veux, l'histoire quand même de la cuisine, c'est que c'est quand même extrêmement violent. Tu sais, par exemple,
en France, comme on est un pays de gastronomie et tout, on a toujours un rapport un peu idéalisé à notre même dans les œuvres littéraires, quand tu montres des personnages de cuisiniers, c'est assez souvent des personnages positifs. Je pense typiquement dans Cyrano de Bergerac, tu sais, t'as le personnage du pâtissier, son nom m'échappe, mais il a un nom aussi rond que lui, et il est gentil, etc. Ah ouais, je le revois très bien. Oh là là, attends. Ouais, tu vois très bien. C'est un personnage qui est très très positif en fait. Hein, oui, celui qui fait les petits choux, voilà. là, je me souviens. Voilà, exactement. Le pâtissier poète. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque de Cyrano de Bergerac, l'espérance de vie d'un cuisinier, c'est 35 ans. Je sais pas si tu savais ça. C'est qu'en gros, les mecs meurent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils travaillent dans des caves qui sont pas aérées près des fourneaux, ils sont à 50 degrés, ils sortent dans la rue, il fait 4. Les mecs font des crises d'apoplexie à 35 balais. Non, mais c'est à un tel niveau qu'en fait, ils avaient même des structures matrimoniales extrêmement hiérarchiques. Non, mais les gens vont péter un câble quand je raconte ça, mais en gros, le cuisinier en chef mourait. Et en fait, son second devenait le cuisinier en chef et il épousait sa veuve. En fait, du coup, t'avais des femmes qui se tapaient 4, 5, 6, 7 cuisiniers, tu vois, dans leur vie. Parce que, en fait, et du coup, en fait, ça faisait des familles. Les généalogies, elles sont impossibles à retracer parce que, si tu veux, en fait, c'est tous des demi-frères, du cousin, de l'oncle, du machin. Enfin, c'est des familles, si tu veux, c'est des familles quantiques, tu vois. T'as pas un père, t'as une probabilité de père, tu vois. Ça devient absolument n'importe quoi. Donc, en fait, c'est vraiment un milieu d'une grande violence et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de magouilles encore dans le Michelin et dans ces trucs-là. Que dans le Goncourt, et Dieu sait que je suis le premier à dénoncer ce qui se passe dans le Goncourt, tu vois. Ouais, après il y a un autre sujet qui me paraît être, en tout cas là dernièrement en France, de premier plan pour nous en fait, c'est cette question aussi de l'immigration dans la restauration. Je sais pas si c'est un sujet qui te donne des envies enfin, en fait on a un petit souci, c'est que globalement, enfin je sais pas, la dernière fois que tu t'es pointé dans un resto, franchement, moi, c'est systématiquement le cas. Tu regardes la cuisine, tu regardes les serveurs. Que des pack-pack. C'est un bon 70% de gens qui sont arrivés en France récemment, on va dire. Voilà. Ouais. Ah oui, tout à fait. Mais tu sais, ça c'est terrible, mais pour le coup, ça m'évoque beaucoup de choses d'un point de vue politique, mais assez peu d'un point de vue littéraire, parce que j'ai pas d'exemple en littérature comme ça qui me vient spontanément en tête de romans qui justement. Si, moi ça m'évoque un truc d'un point de vue littéraire. Vas-y. En fait, ça m'évoque les stagiaires pigistes qui se font exploiter. Parce que pour moi, c'est littéralement le même. Enfin, c'est deux faces de la même pièce en fait. Ah oui, non mais moi je veux dire dans économiquement un roman, parlant, si tu veux, t'as un business qui existe, qui a une réputation, etc., qui vend du rêve. Et qui, en fait, le rêve n'existe que parce qu'il y a des mecs qui sont payés au lance-pierre pour le faire tenir, en fait. Et en gros, des cariatides, quoi. Et chez les littéraires, ça va être les pigistes, les stagiaires, tous ces gars qu'on va utiliser à n'en plus finir 70 heures par semaine en les payant 200 balles, en leur disant que quand même ils ont la chance d'avoir rencontré Michel Houellebecq ce mois-ci. Et puis chez les restaurateurs, ça va être tous les gars qu'on va utiliser en stage ou en CDD super court juste pour la saison, enfin des trucs comme ça, tu vois. Oui, alors je suis complètement d'accord, mais en fait, quand je te disais ça, moi je parlais de romans dans lesquels l'intrigue tournait autour justement de l'exploitation des cuisiniers par des cuisiniers étrangers, de main-d'œuvre étrangère, par voilà, ça effectivement. Après, si tu rapproches les milieux économiques, oui, alors là pour le coup, dans une analyse strictement sociologico-économique aujourd'hui, tu peux rapprocher des choses aujourd'hui, si ce n'est que le stagiaire qui est exploité aujourd'hui est quand même assez souvent un fils ou une fille de bonne famille qui rêve de faire carrière dans le milieu de la culture, parce que c'est quand même un milieu qui attire un certain nombre de jeunes gens, et c'est une bonne chose, hein, parce que un milieu qui n'attire pas des jeunes gens est un milieu qui meurt, donc c'est une bonne chose. Mais simplement, ces jeunes gens se font exploiter et malmener par ceux qui sont déjà mieux installés dans le milieu, et c'est vrai partout, mais c'est particulièrement vrai dans l'édition. De toute façon, c'est un peu le principe des bibliophiles, voilà, encore un bon bouquin à prendre à la Giberne, et ça c'est quelque chose que moi-même j'ai connu quand je suis entré dans l'édition, et pourtant j'ai pas été bizuté ou maltraité, etc. Il y a des tas de gens pour qui ça se passe infiniment plus mal que moi, hein, donc ça j'en suis tout à fait conscient. Voilà. Après sur la nourriture en elle-même, si tu veux, on a quand même en France une grande tradition quasiment de considérer la cuisine, la pâtisserie, etc. comme un art, et donc de le rapprocher de la littérature, si tu veux. Même on pourrait dire qu'au 19e siècle, il y a quasiment on n'est pas sur un pied d'égalité, il faut pas aller jusque là, mais il y a quand même vraiment l'idée que c'est deux aspects très importants de la culture française qui vont l'un avec l'autre. Je sais plus qui disait que la pâtisserie était le premier art, la première partie d'architecture, donc que c'était un art. Je sais plus quel grand cuisinier disait ça, mais c'est quelque chose, je pense, qui est très très important. Bon, ça c'est la première chose d'une part, et puis d'autre part, on a quand même une grande tradition de gros baffreurs dans les écrivains, hein. C'est vrai. Là, alors, évidemment Balzac bien sûr, mais je veux dire, si tu regardes Flaubert, si tu regardes même
Maupassant qui était quand même qui avait un bon coup de fourchette. Si tu regardes même Victor Hugo, si tu regardes Émile Zola bien sûr, enfin t'en as quand même un certain nombre qui sont assez vénères. C'est pas des protestants allemands, il y a le côté très très bonne chère qui ressort dans notre culture, tu vois. Bah, il y a un côté bon vivant en général, en fait. Moi, je crois que si tu veux, c'est ça un peu le point commun, c'est que quelque part, ce que tu apprécies en termes de nourriture, ça correspond aussi à ce que tu apprécies dans la vie en général. C'est le fait d'apprécier la vie tout court, tu vois, et tu l'apprécies de plein de manières différentes. Tu peux apprécier la partie nourriture, tu peux apprécier la partie sexuelle, tu peux apprécier en fait, la poésie de certaines choses, le fait que la nature soit belle, enfin voilà. Mais quelque part, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cohérence entre plein d'aspects et que la nourriture en fait partie. Bon, après, je présume qu'il doit y avoir quelques écrivains anorexiques aussi, mais... J'ai pas d'exemple là qui me... Après, il y a des minces, hein, c'est sûr, mais des écrivains français qui sont morts de faim ou qui ont eu des périodes anorexiques. Bon, il y a ceux qui ont un rapport très torturé à leur corps, comme Jean Genet par exemple, mais j'ai pas d'exemple là qui me vient en tête. Peut-être plus du côté des femmes, mais même là, tu vois, ni chez Duras, ni chez Yourcenar, ni chez Simone de Beauvoir, ni chez Agatha Christie. Enfin, je trouve pas trop ça, tu vois. Donc, Ouais, j'avoue, je réfléchis en même temps, j'en ai pas en tête, effectivement. En fait, je crois qu'à partir du moment où tu crées, c'est aussi que tu as un cerveau qui est en état de marche pour créer, et donc ça suppose quand même d'avoir mangé un peu, tu vois. Ou alors, il faudrait que tu t'en sois sorti et que tu écrives dessus rétrospectivement, c'est possible, mais tu vois, c'est compliqué. Après, des grands écrivains qui ont connu la fin, ça, t'en as plein, hein. Je veux dire, il suffit de penser à tous les dissidents soviétiques, par Oui, exemple. déjà, ouais, Tu ceux-là. vois, déjà rien que là, si tu veux, ça fait Mais déjà du c'était monde, pas mais volontaire, c'est pas la même voilà. chose. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est pas une pathologie propre. C'est si tu veux, leur pathologie, c'est d'avoir un cerveau normal dans un monde fou, en fait. Donc tu vois, c'est un peu limité comme pathologie, quoi. Sinon, Bonjour, voilà. je suis Solzhenitsyn, j'ai une pathologie, mon cerveau est normal. Alors, Solzhenitsyn, il avait une autre pathologie quand il était au goulag, c'est qu'il avait un cancer des couilles. Mais je sais pas si tu sais, il s'en est sorti, hein. Oui, je Quand crois même, que j'en ai entendu guéri parler. d'un cancer des couilles au goulag. Ça, je trouve ça... Et il a eu des enfants après. C'est ça que je trouve quand Et même je sais incroyable. plus c'est comment, que- comment il s'en est sorti, tu te souviens de... Ouais, il s'est fait ablation d'une couille. Voilà, donc en fait, c'est qu'il a il a eu trois gosses avec une seule balls. Voilà, donc le type était quand même un vétéran. Ça, c'est l'âme russe, tu vois. Voilà. Ah, voilà, Abonnez-vous pour la couille de Solzhenitsyn. les podcasts, j'ai hâte d'entendre des littérateurs de gauche dire voilà, hein, regardez ce qui se passe chez les droitards, hein, dans la lignée de Bah ce ouais. que dit Raptor, ils disent que c'est... Voilà. Bon, bref. Voilà. Ouais, on va arrêter parce qu'ils sont fatigants comme ça. Écoute, il faut les laisser jacter entre deux accusations de viol et trois divisions entre eux. Ça va, il faut bien qu'ils s'occupent un petit peu, quoi. Alors, est-ce Non, que, écoute, est-ce non, que le ouais, premier je t'en gars prie. en matière enfin, de gastronomie, etc., dans la littérature française, ce serait pas un peu notre cher Rabelais? Est-ce que Ah, c'est pas lui un peu le premier à avoir un peu... c'est une bonne question. C'est une bonne question. Effectivement, Rabelais, il y a un rapport. Alors, évidemment, Rabelais, on se le représente toujours par les portraits qu'on en a, comme quelqu'un de mince, etc., tu vois, un peu chétif, petit et tout. Mais bon, déjà, les portraits de Rabelais, tu sais, c'est comme les portraits de Montaigne, hein, il y en a 3-4. Ça représente pas forcément toute une vie, tu vois, en termes de longueur, quoi. Ouais, bah Rabelais, en tout cas, il y a ce rapport chez lui entre... Parce que tu vois, quelque part, faire de l'art, c'est aussi c'est aimer la vie, et bien manger, c'est aimer la vie. Et donc, quelque part, il y a une synergie un peu naturelle, je pense, qui s'est mise en place chez lui. Et puis, il est quand même l'héritier de tout un humour médiéval paillard, où justement, ce qui est drôle, c'est de bouffer jusqu'à en vomir, ou tu vois, c'est ce côté, vraiment, un humour de secpa, en fait. Faut imaginer la société française jusqu'en 1900 à peu près, c'est une énorme classe de secpa. En fait, la moyenne d'âge, c'est 15 ans. Tout le monde a 8 de QI. Tout le monde est à 5 grammes en permanence parce que si tu veux, en fait, l'alcool coûte moins cher que l'eau et il est meilleur pour la santé. Donc, si tu veux, à la fin, les mecs ont un niveau, tu vois, cognitivement, c'est incroyable. En On fait. dirait que tu nous décris du Papacito, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais. En fait, non, mais en fait, si tu veux, le Moyen-Âge, non, mais là-dessus, il a raison, Papacito. C'est que en fait, le Moyen-Âge est très ambivalent comme époque, si tu veux. C'est ça qui est fascinant. C'est que d'une part, c'est un raffinement théologique, spirituel, architectural, littéraire, etc., qui est extrêmement poussé.
Et d'autre part, c'est quand même l'époque de l'humour le plus paillard, des blagues de prout, des mecs qui sont ivres-morts. Si tu veux, non mais un exemple que je donne toujours, parce que, c'est postérieur au Moyen-Âge, mais c'est un exemple que j'aime bien. C'est quand les précieuses, la mode des précieuses est arrivée. Tu sais, ces femmes qui plaçaient les bonnes manières, les bonnes façons de parler, etc. Au pinacle, qui les mettaient au pinacle. En fait, pourquoi elles ont fait ça? C'est parce que c'était une méthode de survie, c'était l'équivalent d'un sifflet anti-relou. Parce qu'en fait, quand ces meufs allaient à la cour, il y avait un grand jeu, par exemple, c'était que un duc ou un comte local, mais il faut imaginer que tous ces mecs ont 15-16 ans, hein, parce qu'en fait, l'espérance de vie est tellement basse que tout le monde a moins de 20 berges, en fait. Bon, les mecs, ils arrivent, ils lui tendent une chaise pour qu'elle s'assoie, la meuf, comme elle a une robe pas possible, elle est très contente, et au dernier moment, ils retirent la chaise, la meuf se vote par terre, du coup, elle a les jambes en l'air, quoi, et en fait, tout le monde essaye de voir sous sa robe, quoi, tu vois, pendant qu'elle se vote. Ça, c'est le grand jeu, comment dire, à la cour du roi, tu vois. C'est pas chez les bouseux, tu vois. Ah mais bien sûr, je condamne fermement, et justement, et c'est pour ça que en fait elles ont mis en point une stratégie où en fait faut respecter les femmes, faut respecter le, tu vois, parce que en fait sinon les meufs elles ont l'impression d'être littéralement un poulet jeté dans un enclos à crocodile, tu vois. Leur vie doit être vraiment vraiment terrible, tu vois, de ce point de vue là. Et je soupçonne que l'invention de l'amour courtois encore avant au Moyen-Âge soit liée à ce même genre de comportement, puisque précisément l'amour courtois est né dans le sud-ouest et que les mecs du sud-ouest ils peuvent être parfois un peu relous, tu vois. Alors, je précise parce que on va avoir un Fred de debunk de 80 tweets de actuel Moyen-Âge pour nous dire que putain, l'enfer. Je sais pas quoi. Je précise que tu connais vachement bien cette période en fait. Enfin, oui, je suis médiéviste de formation, donc pour ceux qui veulent m'attaquer là-dessus, bon courage les gars. En plus, spécialisé sur la guerre de 100 ans, donc là vraiment. Tu peux balancer 2-3 termes techniques juste pour que, comme ça, actuel Moyen-Âge sache que tu es bien médiéviste. Ah oui, d'accord. Bah, en fait, si tu veux, l'épistémologie de l'historiographie se structure autour de débats sur la place de Duby et la place de Le Goff sur la vision du Moyen-Âge, long ou court. Bon voilà, normalement, je pense que là, normalement, on devrait avoir. Ok, c'est bon. Donc là, on sera pas attaqué, c'est le plus important. Voilà. Voilà, j'ai pas cité le CNRS, mais voilà. Mais en termes de... Non, franchement, c'est hyper intéressant. Et je crois aussi c'est au Moyen-Âge qu'il y a quand même pas mal de ces traditions qui se sont forgées. Enfin, même un mot comme barbecue... ouais, tout à fait. Je sais pas, enfin, c'est une anecdote vraiment en passant, mais tu vois, c'est vraiment... Rien à voir avec Jeanne d'Arc, hein, pour le coup. Hein. C'est vraiment de la barbecue, en fait. C'est juste, t'embroches un truc... tu le fais cuire pendant des plombes et puis c'est super, c'est bon. Tu partages ça avec les copains. C'est très simple en fait. C'est très simple en fait. Vie. Ouais. En fait, moi, tu sais, c'est un truc qui me fascine à notre époque. Putain, alors là, on s'éloigne un peu de la bouffe, mais je trouve ça intéressant. Tu sais, on vit à une époque où on te dit toujours que tout est compliqué. Dès que tu abordes un sujet philosophique, c'est compliqué. Dès que tu veux faire un truc, c'est compliqué. Dès que tu veux créer un truc, c'est compliqué. Quoi que tu veux faire, on te dit que c'est compliqué. Je veux dire, l'immense mensonge de la modernité, c'est quand même de dire à un peuple qui a prouvé pendant des siècles et des millénaires que tout était possible, au point qu'on disait impossible n'est pas français, etc., que tout est compliqué et que rien n'est possible. Et ça, c'est terrible. Et le Moyen-Âge, évidemment, de ce point de vue-là, il se rapproche un peu plus de l'état de nature. C'est-à-dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour faire des choses qui est incroyable. Je veux dire, c'est un exemple que je donne tout le temps, mais Clovis est roi des Francs à 15 ans, si tu veux. Donc à partir de là, quand à 15 ans t'es roi, tu vois, tu déroules après, tu déroules. Toi, en fait, à 15 ans, t'allais en cours de maths après 2 heures de perm, en fait. Vous avez pas la même quinzaine, tu vois. C'est ça qui est un peu particulier. Et je pense que justement le rapport à la nourriture, le rapport au corps, etc., il s'en ressentait forcément, tu vois. Tu me disais tout à l'heure que je faisais du papacito, mais tu vois, à un moment donné, les mecs du Moyen-Âge, ils pèsent pas leur bouffe, tu vois, pour continuer à faire du papacito, tu vois. Ils sont pas en train de regarder les macros, etc. Genre, si t'es gros au Moyen-Âge, c'est que t'es riche, tu vois, quelque part, c'est bien, tu vois. T'as pas besoin d'avoir une Rolex au poignet, t'as juste besoin d'avoir 3 kilos en trop, tu vois. Et quelque part, du coup, la bouffe, évidemment, c'est structuré autour de ça, parce qu'à partir du moment où tu manges bien, tu veux aussi manger des bonnes recettes, des bonnes choses, etc. Alors que quand t'es pauvre, tu manges l'ordinaire, tu vois. Il y a quelque chose comme ça qui s'est construit, et comme la littérature, c'est un truc qui est quand même dans les hautes couches sociales, et la cuisine aussi dans les hautes couches sociales, il y a une synergie qui s'est, à mon avis, naturellement mise en place. Tu connais, toi, des récits de cuisiniers un peu célèbres ou des choses qui nous rapprocheraient de cette époque-là? Enfin, moi, je pense à Vatel, mais je sais pas s'il y en a d'autres qui ont écrit un peu... J'allais te dire Vatel ou Carême, etc. C'est les grands cuisiniers. Mais en fait, si tu veux, la figure du cuisinier, là pour le coup, on dépasse le cercle de mes connaissances. Mais si tu veux, il y a pas de. Par exemple, on n'a pas de livre de cuisine de l'an 1000, tu vois. Enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas. En tout cas, de l'an 600, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Et donc, en gros, si tu veux, la cuisine.
était d'abord, à mon avis, un truc d'artisanat pur, très local, peut-être avec très genré aussi, à mon avis, peut-être dans les plats, dans les préparations et tout, tu vois. Il doit y avoir des tas de choses de ce côté-là, il y aurait des tas de choses à trouver, je pense. Et puis après, la figure du cuisinier au-dessus de la cuisine, elle a apparu, à mon avis, encore plus tard. Je sais pas, je pense qu'on peut trouver le nom de cuisinier du 14e, 15e siècle, on peut les trouver, mais trouver une recette d'eux, ce serait bien compliqué. En fait, si tu veux, je pense que la figure de l'écrivain, elle a émergé plus tôt que la figure du cuisinier. Je suis pas sûr totalement de ce que je te dis là, mais c'est quand même l'impression que ça me donne. Je pense que, tu vois, si on peut citer du Villon par exemple, si on peut citer du Charles d'Orléans, si on peut citer j'essaie de citer des trucs, même du Tristan l'Hermite, enfin pour citer des trucs un peu postérieurs, du Scarron, etc. On va avoir du mal à citer des cuisiniers majeurs de leur époque. Tu vois, c'est quand même là qu'il y a eu un décalage. Je pense qu'en fait, quelque part, c'est un métier qui s'est professionnalisé relativement tard et dont le niveau de professionnalisme est toujours resté de l'ordre du grand public. C'est-à-dire que, à mon avis, des cuisiniers qui avaient une prétention ne serait-ce que nationale, c'est un truc qui est très récent. Globalement, le cuisinier typique tel que je me le représente du Moyen-Âge, c'est le mec qui tient une petite taverne, il remplit, il y a les gars des 5-6 rues autour de chez lui qui sont au courant qu'on mange bien, et puis c'est à peu près tout, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas ce côté-là. Pour moi, ça apparaît à peu près avec la période de la cour royale et du moment où en fait les arts de la table deviennent un vrai truc et typiquement alors ça pour le coup c'est simple. Alors pour le coup c'est assez simple à raconter, c'est qu'effectivement à l'époque de la cour, tu as des premières figures de cuisiniers qui se mettent en place, arrive la Révolution française, ils ont plus de boulot, même à moment de la Restauration parce que les fortunes sont plus qu'elles sont, et donc en fait ils ouvrent les restaurants, c'est là que la figure du restaurateur arrive, et donc là on commence à avoir, en fait ils refont en petit ce qu'ils ont fait en grand à la cour, en ayant plusieurs clients au lieu d'avoir une seule tablée qui est la table du roi, et donc c'est aussi pour ça qu'il y a même mécanisme dans les théâtres à l'époque, tu sais on commence à avoir plein de petits théâtres qui apparaissent dans Paris, etc., ce qu'on voit d'ailleurs bien dans Illusion perdue, soit dit en passant. Et en fait, si tu veux, tu as cette professionnalisation des gens qui font la cuisine, puis après cette comment dire, standardisation, puis après cette mise comme un produit de luxe un peu quelque part de ça, et puis évidemment ça entraîne des phénomènes de mode, des marqueurs sociaux très forts, genre quand on est riche on va dans tel restaurant, quand on est bien introduit on va dans tel restaurant, etc. Là il y a une table mais il faut la mériter, enfin tu vois, c'est tout ce genre de choses qu'on connaît au cours aujourd'hui. Ça pour le coup ça c'est assez facile à établir, et ça va effectivement avec l'ère industrielle, l'essor du capitalisme, la transition entre la Révolution française et le 19e siècle, et c'est effectivement un phénomène, c'est pas un hasard si ça a apparu en fait en France de façon importante, et c'est pas un hasard aussi si tu vois, au congrès de Vienne, Chateaubriand disait que, je sais plus ce que c'est la formule exacte, mais je crois que c'est un cuisinier est le meilleur des diplomates ou un truc comme ça, où en gros il disait les mecs arrivent autour de la table, il y a 8 diplomates de 8 pays étrangers qui veulent tous ma mort, enfin la mort de la France quoi, mais en fait je les fais tellement bien bouffer qu'à la fin les mecs disent ouais c'est quoi, c'est bon, garde tes frontières, tu m'as saoulé là, c'est bon, tu vois. Voilà, et d'ailleurs, je sais pas si tu connais cette anecdote, l'anecdote de Chateaubriand avec le vin. Non, tu la connais celle-ci ou pas? Non, ça me dit rien, vas-y. En gros, il reçoit un général, je crois, russe. Et le mec, tu sais, c'est un russe. Hein. Donc c'est un russe, donc un peu un rustre. Donc il arrive et il prend le vin, tu sais, un vin rouge français. Et il le vide, il le boit cul sec, tu vois, comme si c'était de la vodka, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Chateaubriand lui dit non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Let me show you, my friend, I am going to voilà, explain. Ouais, exactement, let me show you. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le vin, il en verse déjà genre le dixième de ce que le mec a versé avant. Ensuite, l'autre, tu fais ah, donc il faut en prendre moins. Oui, mais c'est pas tout. Après, il commence à le faire tourner, il commence à le respirer, il s'assoit, il discute un peu, il respire. Et il lui explique et tout. Et le mec, le russe devient fou, tu vois. Il lui dit, mais c'est bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a fini, tu vois. Il lui dit, maintenant on le repose et on continue à discuter, tu vois. Et en fait, il y a aucun moment où ils boivent le vin, tu vois. Parce que si tu veux, c'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie, c'est du salon, c'est du mondain, c'est du voilà. Et la cuisine est intimement liée à ça. Et la littérature d'ailleurs est intimement liée à ça aussi, puisque tu sais, c'est dans les salons, on expose des productions littéraires, on fait des jeux, des jeux de rimes, etc., etc. Et je pense que c'est un truc voilà, qui a fait aussi beaucoup le succès de la France dans ces domaines-là au 19e siècle. Il est très lié au contexte politique et à ce qui s'est passé. Ça, pour le coup, c'est archi français cette vision-là des choses. Pour rester à la même époque, et parce que ça m'a rappelé ça quand tu
l'as dit. Je sais pas si tu l'as vu le film qui, je crois, est tiré d'un bouquin, Le Souper. Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose confusément. Attends, je regarde, je te fact-check en direct là parce que je crois que je l'ai vu ce film, mais c'est un film des années 90, non? Oui, en gros, c'est un repas napoléonien entre. Ah oui, non, j'ai pas vu. Je Parce confonds avec qu'il autre chose. il est pas mal. Quoi, je sais pas. Il est pas mal. Ouais. Bon, je le suggère pour les fans de Napoléon et de la période. C'est vraiment Ouais. genre l'archétype. De mémoire, c'est Claude Rich et Claude Brasseur, mais j'ai pas l'affiche de. Attends, je regarde alors, je suis acteur. Oui, c'est ça. Claude Rich, Claude Brasseur pour les acteurs principaux. Ok. Exactement. Et en gros, si tu veux, c'est vraiment genre le film spécial historien, quoi. Enfin, si tu n'as pas les refs de tout ce qui s'est passé entre 1800 et 1812, globalement, c'est pas la peine de lancer le film, tu vois. C'est con parce qu'il se passe des trucs hein, à cette époque. Hein, Mais voilà, c'est ça. Fallait pas être au pénitencier avec Jean Valjean. Hein, si tu veux Mais t'en quelque part, ce sortir, que je trouve intéressant aussi, c'est que tu retrouves un peu cette atmosphère où, en fait, la nourriture sert un peu de séduction, etc. Et il y a tout un jeu autour de ça, en fait. C'est attends, mais on va pas aborder tout de suite les sujets qui fâchent. On verra ça après le fromage, machin. T'as un peu cette manière de. Ouais. En gros, les gars, ils ont 2 heures pour régler un problème. Ils vont bouffer, tu vois, et au milieu, ils vont se dire des trucs incroyables, mais en fait, il faut quand même garder une certaine temporalité. Et de la même manière que ton russe qui avait un peu envie de boire rapidement, c'est vrai aussi qu'en France, on a une vision du repas qui prend son temps, qui n'a rien à voir avec la vision d'autres pays, en fait. Et Ouais, tout à fait. ça, c'est Ça se vraiment. voit encore aujourd'hui avec les États-Unis. Hein, si tu compares la façon dont les Français. Alors, évidemment, tout le monde va me citer là American Psycho, dans lequel tu vois que les mecs ils vont au restaurant et que c'est le centre de leur vie, etc. Mais c'est parce que c'est des hautes classes en termes de pouvoir d'achat aux États-Unis qui se comportent en fait comme des espèces d'Européens. Eux, ils ont jamais vraiment arrêté d'être Européens de ce point de vue-là, en tout cas. En revanche, s'asseoir autour d'une table pour manger. Aux États-Unis, c'est pas aussi évident qu'en France, et je pense que tous ceux qui ont mis un pied là-bas le savent. Ah bah ça c'est sûr. Et puis même en fait quelque part, enfin il y a plein de conséquences. Tu as la conséquence sur le rythme de la journée. Tu sais que typiquement en France, c'est vraiment un créneau horaire sacré entre midi et 1 heure. Mm. Tout le monde s'arrête pour manger. Ouais. Alors que Ouais, tout à aux fait. États-Unis, Sauf moi quand je fais du montage vidéo, alors où j'arrête pas. Mais Aïe, ça, aïe, aïe. les gens ne savent pas ça. Ouais. Mais aux États-Unis, tu vois, c'est très hétérogène en fait. T'as des gens qui vont s'arrêter pour bouffer à 12h30, t'as des mecs qui vont s'arrêter pour bouffer à 14h30 en fait. Et il n'y a pas de, y a pas de raison plus que ça en fait. Ouais. Y a aussi Ça, ce c'est vrai. côté très un peu saoulant pour ceux qui connaissent le monde de l'entreprise, c'est ce côté où tout le monde va aller manger ensemble, l'équipe Ouais. machin va manger ensemble. Ah putain, Euh, c'était mon cauchemar ça. Quand j'avais des collègues, c'était mon cauchemar ça. Je te jure, c'était horrible. C'est vraiment horrible. Ça, De manger avec des franchement, gens ça a qu'on t'a toujours été mon imposé déjà de cauchemar, base. pour le coup. Horrible. Ouais. Bah, en fait, c'est le genre de Ah, truc, putain. je pourrais trouver ça marrant si je le faisais une fois par semaine. En fait, à partir du moment où c'est plus qu'une fois par semaine, globalement, ça me saoule parce que, en fait, tu retombes toujours un peu sur les mêmes personnes qui, en général, ont pas fait vachement de trucs depuis la dernière fois où tu leur as parlé, c'est-à-dire la veille. Donc, globalement, tu arrives sur bon, et toi, C'est ça terrible. va Qu'est-ce que tu as fait hier? Ah, t'as regardé la télé? Ah, Ouais. quelle Puis riche alors, discussion nous allons en avoir plus- dans les 40 prochaines minutes. Oui, puis alors en plus, non, mais attends, c'est là où ça devient terrible, c'est que souvent c'est des gens qui soit sont inintéressants, soit sont intéressants, mais comme c'est un contexte professionnel, tu peux pas dire des trucs, tu vois, tu vas dire des platitudes en fait. Tu peux pas dire des trucs qui seraient, mais je parle même pas de trucs dangereux ou quoi, mais des trucs qui pourraient être clivants, qui auraient une potentialité d'être un micro% clivant. Personne, ne serait-ce que te dire genre, je suis allé à la messe dimanche, personne va te le dire dans un contexte professionnel, enfin sauf si t'es vraiment dans une boîte de cathos, tu vois, parce que en fait, les gens veulent pas d'emmerde avec ça. Personne va te dire s'il a une activité politique ou s'il a une activité associative, il va pas t'en parler parce qu'il veut pas avoir de soucis. Et donc en fait, ça fait des discussions d'une platitude, c'est terrible. Je te jure, c'est En infernal. Quoi. fait, t'as une liste de sujets qui sont abordables, genre le sport, des loisirs tout public, on va dire, des trucs du Ouais. genre ah ouais bah hier j'ai fait un peu de bricolage chez moi, j'ai reposé des carreaux. Ok, d'accord, ça va. T'as Ouais. pas pris de gros risques en disant ça, tu vois.
Mais Non, ça tous va, les ça, trucs bien sûr. un peu intéressants, tu peux pas en parler. Tout ce qui est. Et non, mais attends, le pire, c'est les programmes télé. Quand ils te parlent. Alors, oui, moi j'ai trop hâte que koh ça. Putain, je me souviens d'une discussion. J'ai trop hâte que koh recommence. Je te jure que maintenant, chaque fois que je vois un truc de koh j'ai un PTSD de cette discussion. Je me suis dit, mais putain, en fait, à l'époque, non, mais attends, mec, je sortais de mes études. C'est-à-dire qu'en gros, je lisais des mecs en latin qui parlaient de la guerre de Cent Ans, si tu veux. Ok, d'accord, ça c'était le monde dans lequel j'évoquais. Voilà, Contexte, j'arrive. Je lisais Cicéron dans les transports en commun pour arriver au travail. Hein. No fake. En plus, c'est vrai. Et en fait, je fais ça. Et j'arrive quand même dans une maison extrêmement réputée, etc. Avec normalement des livres. La moitié de ma bibliothèque de recherche venait de cette maison, si tu veux. Bon, j'arrive, discussion. Ah, j'ai trop hâte de regarder koh. Et là, je me dis, bon, la gourdasse qui a sorti ça, c'était même pas une gourdasse en plus, c'était même pas si conne que ça, cette meuf. Et genre, la meuf qui a dit ça, elle va se faire atomiser par tout le monde parce que voilà. Et en fait, non, tout le monde est là. Ah oui, moi aussi. Ah non, mais c'est trop bien, on va pouvoir regarder koh. Je te jure, moi, en fait, chez moi, il y a jamais eu de télé à part pour jouer aux jeux vidéo. Donc en fait, si tu veux, c'était inadmissible d'entendre ça. Ça a été. Putain, le PTSD, j'ai un traumatisme, je te jure, enculé, tu m'as fait ressentir un traumatisme avec cette histoire. C'est plus un podcast, c'est de la psychanalyse là. Dans le milieu ingé, t'as le pendant de ça aussi qui est le côté jeu vidéo justement, où t'as des gars qui vont se raconter pendant des plombes qu'est-ce qui s'est passé au niveau 47 de tel truc quand ils sont joués dessus, je sais pas quoi. Et toi t'es là, tu as envie de dire, bon écoute, moi je l'ai pas ton jeu là, je m'en fous en fait. Donc juste trouve un autre sujet s'il te plaît. Ouais, et puis tu sais, les mecs qui commencent ça c'est encore plus insupportable quelque part, je pense, parce que tu sais, ils te parlent de jeux et en fait ils résument leur partie avec du langage où en fait un mot sur trois, j'allais dire, mais plutôt 2 mots sur 3 sont en anglais. Tu sais, genre j'ai dash cancel le mid en jungler, tu vois, t'es là, enculé. Enculé. En fait, si tu es ingénieur, invente un moyen de t'auto-combustionner là tout de suite, en fait, si tu veux. Ça n'existe même pas comme mot, tu vois, mais ça devrait. Bon, après, t'as quelques gars qui arrivent pas à décrocher du boulot, tu vois, t'as ceux qui quelque part ne peuvent pas s'empêcher de te raconter ce qu'ils ont fait toute la journée. Tu t'as envie de dire, bon, écoute, c'est cool, mais en fait, si je veux faire une réunion avec toi, c'est pas ta boîte, voilà. Réunion. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas le patron de la boîte, arrête-toi. Ta vie t'appartient normalement, stop. Mais tout ça, en vrai, c'est des tas de petites différences et je trouve que ça change. C'est vraiment, ça fait partie de l'âme française pour moi que de sacraliser un peu un moment de la journée pour ça, en fait. Et c'est pareil, même Dalrymple, il en parle à un moment dans tout ce qui est ses impressions des milieux populaires, etc. C'est qu'il dit, bah, en fait, c'est la première fois que je vais chez des gens, et en fait, c'est des gens qui ne s'assoient jamais pour manger ensemble, en fait. Genre, ils sont tous sur leurs genoux en train de regarder la télé ou en train de faire autre chose, enfin voilà. Mais ces gens ne s'assoient pas ensemble, ne parlent pas, il n'y a pas de coupure, en fait. Et même quand ils sont ensemble physiquement dans la même pièce pour manger, ce qui peut arriver, eh ben, en fait, ils ont tous le regard tourné vers la télé. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc vraiment intéressant parce que moi je me souviens quand j'étais petit, si tu veux, et que parfois à table avec mes parents, tu sais, il y avait des moments où on pouvait allumer la télé, un soir, 2 soirs, 3 soirs, et tu sais, au bout d'un moment, on finissait, il y a toujours quelqu'un dans la famille, c'était pas toujours ma mère, ça pouvait être mon père, ça pouvait même être moi, tu vois, on finissait par couper la télé. Et en fait, parce qu'il y avait un moment où on avait besoin de renouer avec des moments où on discutait, tu vois. Même si c'était pour. Parce que c'était assez souvent ça, même si c'était pour s'engueuler, tu vois, à un moment donné, ou au moins qu'il y ait des tensions, tu vois. Mais si tu veux, au moins il y avait des vraies interactions. Parce que, genre, être dans un espèce de bruit de fond permanent pour éviter d'avoir des discussions profondes, ça pour le coup, ouais, c'est anti-français, c'est anti-gastronomique, et c'est anti-littéraire même. Parce qu'en fait, c'est quand même le contraire d'un échange d'informations, d'un travail sur la langue, d'un travail sur les émotions, etc., qui sont la base de la littérature. Tu vois. Et c'est quand même vraiment très connoté ça, infra lumpen prolétariat, quoi, pour reparler d'Adrimpel. Mais après t'as aussi un autre truc qui me semble être une spécificité française, c'est justement toute la richesse de description de la cuisine, en fait. C'est-à-dire que, et là ça on reboucle peut-être un peu plus sur la littérature, les Français utilisent un vocabulaire extrêmement riche pour parler de leur bouffe. Et en fait, si tu veux, on ne peut pas imaginer dans une société à peu près raisonnablement constituée, c'est-à-dire pas des gars qui sont en train de baffrer sur un sandwich en regardant leur smartphone. On ne peut pas imaginer manger sans dire « Ah ouais, c'est bon, c'était quoi ta recette ? Ah ouais, mais en fait, non, mais je l'ai fait revenir avec de l'ail, et puis après j'ai déglacé, puis ensuite machin. » Et donc, il y a toute une description, il y a une sorte de récit qui accompagne le fait de manger, en fait.
Je sais pas si. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour le coup, la littérature abonde en scènes de souper. Alors, il y a tout, toutes les déclinaisons sont possibles, hein. Depuis le souper misérable sous une mansarde du Second Empire jusque au grand repas, au banquet de triomphe, de victoire, etc. Et c'est vrai que tu as souvent chez les auteurs du 19e siècle, mais pas que, mais tu as toujours une attention particulière aux descriptions des tissus, aux descriptions des nourritures, aux descriptions des lieux, etc. Cette volonté un peu quasiment positiviste d'épuiser le réel en le décrivant comme si on pouvait, tu vois, Proust c'était peut-être l'aboutissement, le chaînon final de ça, tu vois. Et en fait, à mon avis, c'est quelque chose qui va vraiment bien, effectivement, dans le rapport qu'on a avec la nourriture, parce qu'en fait, on s'attache toujours à décrire ce qui est vraiment important pour nous, tu vois. Et quelque part, la nourriture, là, tu sens qu'il y a une attache particulière. Ce qui serait intéressant, parce que je suis pas assez spécialiste pour ça, mais ce serait de comparer avec d'autres pays qui ont une excellente gastronomie, typiquement les Italiens par exemple, ou typiquement les Japonais, tu vois, et de voir en fait si dans leur littérature il y a aussi ce rapport très poussé à la bouffe, et je sais pas, c'est une vraie question, je sais pas du tout. Bon, pas dans la Divine Comédie, mais faudra Franchement, voir je ailleurs. pense que oui. Et j'en suis d'autant plus convaincu que si tu veux en anglais, vraiment, c'est marrant parce que tu les as cités à peu près dans l'ordre. Le tiercé Ouais. des pays qui a imposé des mots-clés dans l'anglais en termes de nourriture, c'est littéralement Ouais. France, Italie, Japon. Enfin, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est les trois meilleures gastronomies du monde. Si et alors après, tu peux débattre sur l'ordre. Moi, je pense que France ou Italie en premier, ça se débat, et puis Japon en troisième. Mais c'est quand même des pays. Enfin, voilà, si à un moment tu peux pas. Enfin, comment dire, la vie serait moins belle d'un point de vue gastronomique si ces trois pays n'existaient pas. Tu vois, c'est une évidence. Et comme par hasard, ces trois pays avec une grande littérature. Oh, Ah, oh, comme c'est ah, ah, bizarre. voilà. Oh, Ah. oh, le hasard, le hasard. Après, je trouve ça très amusant aussi parce que je sais pas si tu vois toi dans les termes anglais, mais t'as des tas de trucs, notamment le participe passé est vachement passé chez les Américains et les Britanniques. C'est-à-dire que les gars vont te dire qu'un truc est sautéed. Tu vois, ils vont te. Ouais, c'est- ouais, tout à fait. Mais ils vont te Tout à garder fait. ce petit E accent aigu et ils vont rajouter un ED derrière à la con. et, Ouais, euh, et c'est- mais tu sais, en fait, c'est il comme. bricole à partir des mots, de la même manière que tu retrouves des mots italiens, tu vas retrouver. Et parfois, tu as des battles Ça, c'est vrai, entre ouais. les pro-italiens et les pro-français. Genre, Ouais. entre courgette et zucchini, il y a une battle, par exemple. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et tu sais, c'est marrant parce que c'est comme en anglais. Tu sais, par exemple, une vache, tu dis a cow, mais quand tu manges du bœuf, tu dis beef, Mm. tu vois. Et en fait, ce que tu sens là concrètement derrière, c'est quand même un truc de classe. C'est-à-dire que le mec qui gardait la vache, c'était le pécor local qui a pas bougé depuis l'époque romaine. Et par contre, le chevalier français qui était venu avec Guillaume le Conquérant et qui parlait français et qui contrôlait le truc et qui nommait la nourriture qu'il mangeait, il appelait ça du bœuf, tu vois. Et en fait, si tu veux, ça a donné voilà, cet écueil-là. Et en fait, c'est terrible parce que tu sens qu'à un moment donné, en Angleterre, ils devaient quand même mieux manger qu'aujourd'hui parce qu'ils étaient plus proches de la France culturellement, tu vois. C'est parce que la bouffe anglaise, c'est terrible, hein. Je sais pas comment les gens font, c'est absolument insupportable. Bah, je pense que c'est pas aussi terrible que la bouffe américaine, mais oui, effectivement, c'est pas glorieux. Bah, la bouffe américaine, c'est de la calorie, hein. La bouffe américaine, c'est littéralement t'engraisser. Enfin, genre, je pense que je crois que j'ai vu un reportage l'autre fois, putain. C'était. Ah là, il y aurait de quoi faire une scène de roman. Patrice Jean, il aurait adoré. C'était un supermarché bio aux États-Unis. Les putains de fraises, elles étaient à genre 7 euros la barquette. Elles étaient pas mûres. Elles étaient pas mûres, enfin c'est dollars en plus, tu vois. Genre, le truc est pas mûr et voilà. Et je crois que il y avait le bout de la banane, enfin ouais, juste la banane, pas le régime, hein, juste la banane, il était genre à 10 dollars, tu vois, un truc comme ça. Et j'étais là, mais enfin, à quoi ça sert de gagner 100 000 dollars par an si c'est pour que la banane coûte 10 dollars, tu vois, il y a un problème. Ouais, mais parce qu'en fait, toi, tu réfléchis de ton point de vue d'Européen, alors que eux, ils sont dans une industrie qui est. Enfin, en fait, justement, tout est industriel. Donc pour eux, tout est pas cher tant que c'est industriel. Dès que ça devient artisanal, petite échelle, ça devient hyper cher en fait. Donc globalement, Ouais, t'achèterais une pizza surgelée là-bas, bah, ça coûterait pas cher. Par contre, t'achètes tous les ingrédients pour faire ta pizza toi-même, tu vas payer 15 fois le prix, quoi. Littéralement. ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, je suis en train de me faire une réflexion, mais t'as quand même beaucoup d'alcooliques finis parmi des auteurs américains. Ah oui, c'est Tu vrai, vois, parce que genre, pour l'instant, on a Bukowski, toujours pas Kadik et tout. parlé de, Ouais. de Et pinard et de ouais. spiritueux et de Alors, tout ça. Hein.
Alors, en France, est-ce qu'on a des auteurs authentiquement alcooliques? Alors oui, tu vas me dire qu'il y avait Jacques Laurent, etc. Oui, d'accord, il y en a eu. Mais je veux dire, dans les tout plus grands noms tout en haut du game, bah pas tant que ça en fait, hein. J'ai pas de... Je suis sûr que j'en oublie un ou deux qui doivent être l'éléphant au milieu de la pièce, mais tu vois, Victor Hugo était pas alcoolique, Balzac était pas alcoolique, Céline n'était pas alcoolique, Saint-Exupéry était pas alcoolique. Enfin, tu vois, J'aurais je tendance à suis un penser peu... que c'est Voilà. un vice un peu Ouais. moderne, mais peut-être que je me trompe. Ouais, ouais, parce qu'au Moyen-Âge, tu devais en avoir des bons alcooliques, tu vois. Genre, où le vin était meilleur pour la santé que l'eau, etc. Tu devais en trouver plein. C'est juste que peut-être t'en as pas la trace, je sais pas. Bah, en fait, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être même pas perçu comme étant un problème, en fait. Tu vois, le côté addiction. Non, mais c'est vrai. Ils avaient pas encore fait le premier pas pour accepter leur tort, tu Non, vois. mais c'est vrai. Attends, si ça se trouve, les mecs au Moyen-Âge, c'était OK de boire une bouteille par jour, en fait, pour eux. Non, bien sûr, t'as 6 ans, tu vides ta bière comme tout le monde, tu vois. À un moment donné, de toute façon, t'as 6 ans, littéralement, t'es à un quart de ta vie, tu vois. C'est comme si t'avais 25 ou 27 ans maintenant, tu vois. Donc, quelque part, tu vois, c'est logique. Mais tu vois, non, ce que je voulais dire par là, c'est que les Américains, à mon avis, ont un rapport à la bouffe. Alors, on pourrait différencier la bouffe et la malbouffe, mais comme ils n'ont pas vraiment de rapport à la bouffe, précisément parce qu'ils ont un rapport à la malbouffe, et ben, j'ai l'impression qu'il y a une surreprésentation des alcooliques dans leurs écrivains, alors que nous, en France, on a une surreprésentation des obèses dans nos écrivains, tu vois. Il y a quand même beaucoup de gros. Tu vois, je parlais de Saint-Exupéry, de Balzac, de Flaubert, de je sais pas qui, même de Victor Hugo, hein, qui était quand même bien grassouillé à la fin de sa vie. Tu vois, c'est quand même un truc très marqué, j'ai l'impression. Saint-Exupéry, tu considères qu'il était obèse? Oh bah putain, Saint-Exupéry, tu sais qu'en 44, quand il voulait revoler, L'avion ne décollait les- pas. non mais mec, non mais attends, tu rigoles ou quoi? Ils voulaient monter dans un chasseur. Les chasseurs étaient, du coup, c'était les Américains qui avaient le matos, quoi. Mhm. Ils l'ont fait passer à la commission. Personne voulait qu'il remonte parce que c'était un putain de mec qui était connu partout et tout. Et en fait, le gars, ils l'ont fait passer la visite médicale. Le mec pesait 140 plaques. Il pesait 140 plaques. Ils ont dit, mais jamais tu montes dans un chasseur. Le chasseur, il va consommer 200 litres au 100 avec tes conneries, tu vois. C'est impossible, tu vois. Donc ils l'ont mis dans des missions il a tellement insisté qu'ils l'ont mis dans des missions de repérage avec des avions beaucoup plus lents, etc., pour prendre des photos aériennes et tout. Et c'est comme ça qu'il a fini par y rester d'ailleurs. Mais si tu veux, Syntex, ouais, il était complètement. Déjà à la fin de sa vie, il avait des gros trucs dépressifs et tout. Hein, tu sais, il détestait la modernité. Enfin, il a fait un peu une Stefan Zweig dans son genre, quoi. C'est-à-dire que la chute de l'Europe moderne lui a fait beaucoup de mal psychologiquement et c'est quelqu'un, ouais, mais qui mangeait comme des quantités, si tu veux. Bon, en plus, il avait été en exil aux États-Unis au début des années 40. Si tu veux, je pense que ça a laissé des traces. Il s'est passé des choses là. Et attends, je réfléchis. Oui, moi j'aime bien ton idée là sur l'explication qu'il y a plus d'alcooliques côté américain. Après, je me demande aussi si c'est pas une société où les gens sont un peu plus puritains et donc ça choque plus, entre Ouais. guillemets. Parce que t'as aussi, en fait, enfin, je suis désolé, moi, le milieu littéraire que je connais en France, le peu que j'en connais, c'est quand même, t'as des gars qui ont une descente qui est, franchement, les qualifie aujourd'hui, instantanément comme alcooliques au niveau des standards américains, tu vois, mais tu veux dire dans les noms actuels français? bah, je sais pas, même tu prends un mec comme Houellebecq, je pense que c'est le gars qui est capable de te descendre une bouteille tous les soirs s'il veut, quoi. Je suis pas sûr ça. Tous les Je sais espèces pas. de petits rencarts là d'auteurs et tout, c'est généralement abondamment arrosé quand même, non? Ouais, enfin c'est une question compliquée parce que souvent c'est arrosé, mais les gens se mettent pas vraiment minables. Ceux qui se mettent minables, souvent c'est genre les alternants, les apprentis, les stagiaires et tout, parce que justement c'est des étudiants donc ils se mettent des cuites en fait, tu vois. Mais non mais c'est fondamentalement, puis en plus c'est une cuite gratos. Donc si tu C'est veux, ça. puis en plus ils sont dans une soirée d'entreprise, ils ont pas de réseau. Donc si tu veux les mecs, ils ont personne à qui parler et ils ont pas de parents pour les empêcher de faire un truc et c'est des étudiants. Donc si tu veux tout est réuni pour qu'ils se murgent. Mais les autres en haut, à plus haut niveau, je suis pas sûr que, enfin ça dépend, mais je suis pas sûr que ce soit ça dépend vraiment des personnalités, mais pour moi, c'est pas un phénomène qui est marqué, tu vois. Il y a des milieux comme, tu sais, où on se représente bien l'alcoolisme, par exemple chez les notaires ou chez les concessionnaires auto, tu sais, on se représente il y a des images un peu d'épinal comme ça, tu vois. Je n'ai pas l'impression que l'éditeur soit touché par ce phénomène-là, tu vois. Ah, c'est marrant parce que je me représentais pas les concessionnaires auto comme étant des alcoolos, mais Mais ça tu sais, sort mais d'où si, ce tu sais, truc? mais tu sais, le commercial auto un peu pour des coffrages comme ça, tu vois, qui t'emmène à un déjeuner d'affaires, et tu sais, le déjeuner commence à 11h, il finit à 17h, et en fait, vous avez vidé tes 4 caisses de vin, en fait, à vous deux, et spoiler, toi, t'as bu que 3 verres, tu vois. Et en fait, ce mec-là, tu vois, c'est un peu, voilà, je sais pas si c'est commercial auto spécifiquement, mais tu sais, les commerciaux dans des boîtes un peu comme ça, d'industrie, trucs comme ça, quoi, c'est ça que je veux dire. Après, dans le milieu du journalisme,
je veux pas balancer, mais on va dire que peut-être, ça c'est vrai. on va dire que Ouais. dans les petits journalistes qui font des petits billets et qui sont payés au SMIC, à partir du moment où quelque part ça passe sur note de frais, tout ce qui est consommation d'alcool, je te promets qu'il y en a certains qui en profitent, hein. Ouais, ouais, non, mais ça c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Et écoute, tu sais, après moi ce que je pense aussi, c'est que quand t'as une addiction à quelque chose, que ce soit la nourriture, on parlait des drogues la semaine dernière, Ouais. mais quand on a une addiction à quelque chose, que ce soit la nourriture, l'alcool, etc., c'est toujours pour compenser quelque chose, tu vois, tu compenses en fonction de, voilà, de ce que t'as. Et en fait, je pense que on n'a pas dit ça sur la drogue, mais je pense que les écrivains sont souvent des gens qui sont soit nostalgiques d'une époque, soit nostalgiques carrément d'une époque qu'ils n'ont pas connue ou d'un amour qu'ils n'ont pas reçu, que ce soit un amour maternel ou un amour, tu vois, une déception amoureuse, ou qu'ils soient nostalgiques d'une époque, ou qu'ils soient nostalgiques d'un idéal, d'une religion, enfin peu importe. Et en fait, je crois que il y en a certains qui fuient ça dans justement un rapport outrancier à la nourriture et à l'alcool, et que c'est un truc finalement assez commun. Et là où justement où j'avais cette théorie tout à l'heure, c'est que je crois qu'aux États-Unis, c'est comme ils n'ont pas cette culture de la table comme nous, bah, ça se reporte plutôt sur l'alcool, alors qu'en France, j'ai l'impression que comme on est avant, on a des grands crus, tout ce que tu veux, mais on est quand même un pays de gastronomie, et j'ai l'impression que c'est la bouffe qui passe avant, quoi. Peut-être parce qu'aussi c'est plus socialement accepté de se resservir 3 fois à table plutôt que de vider 2 bouteilles tout seul le soir, tu vois. Oui, c'est probable. Et je réfléchissais quand je t'ai proposé le sujet, je me suis fait la remarque que je connaissais pas tellement dans le domaine de la poésie, de poèmes qui parlaient de nourriture, et ça m'a un peu surpris. Je sais pas si tu... Est-ce que c'est juste que j'ai pas de souvenir d'un truc Alors, super écoute, important je pourrais te parler de Francis Ponge Oui, qui te non, mais décrit je sais, j'ai une pomme pensé de à lui terre aussi, mais pendant je sais pas. au secours, Alors, écoute, en Afouera poésie. Ponge. Ouais. Ouais, Fouera, ouais, voilà. Bah, chez Baudelaire, t'as des poèmes sur le vin, sur l'ivresse, sur des choses comme ça. Dans Les Fleurs du Mal, t'as ça. Mais alors, sur la nourriture en tant que telle, je suis sûr que dans la poésie arabe, tu dois avoir des trucs incroyables là-dessus. S'il y a des gens qui s'y connaissent, donnez-nous des références en description. Euh, Qu'est-ce qu'on a de beau en poésie française? Bon, chez Rimbaud, c'est pas trop la peine de chercher. Quoique. Mais putain, tu me poses une colle là. Vous voyez comment il est avec moi? Il me propose des sujets au dernier moment, il me laisse rien préparer et après il me colle comme ça là. Je ne sais que te dire, monsieur Mayorum. Est-ce que tu as une idée Ah non, est-ce non, que tu as j'en ai une pas, idée, c'est pour justement, ça ça a Ouais. été une sorte d'étonnement que j'ai eu aussi en réfléchissant à ce truc-là, parce que je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, autant dans les romans, il y en a plein des descriptions, autant dans la poésie, à part quelques trucs Ah, vraiment de après, niche, j'ai pas trop de souvenirs de... après, si tu veux, le problème, c'est que le poète, c'est un mec qui a pas assez pour s'acheter à manger en fait. Si tu veux. Quelque part, son rapport à la nourriture est un peu compliqué, tu vois. Il y a un problème d'accession. Il y a un problème d'accession à la denrée. Il y a un problème d'accession à. Il peut pas s'acheter l'inspiration, puisqu'il peut pas s'acheter de la bouffe, tu vois. C'est terrible. Euh, Ouais, non, c'est une bonne remarque. Moi, je suis sûr que chez Victor Hugo, tu vas pouvoir trouver des trucs. Il a écrit surtout Victor Hugo, donc je suis sûr que tu vas pouvoir trouver. Mais c'est une bonne question, ouais. Est-ce qu'on a des trucs dans la poésie? Je suis sûr qu'on va terminer le podcast et je vais dire ah putain mais oui, il y avait Tu vas ça. t'en souvenir après, Et ouais, c'est sûr. ouais, c'est ça. Après, bon voilà, si tu prends dans les épopées, si tu assimiles ça à la poésie, tu vois, si tu prends dans les épopées, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, oui aussi d'ailleurs, t'as des récits de festins, de réceptions, de sacrifices aussi. Donc les sacrifices chez les Grecs, c'est des gens très pragmatiques, hein, donc ils sacrifient, mais après ils mangent quand même la viande. Oui. Parce que les dieux se contentent de l'odeur, hein, si tu vois, les mecs sont quand même. Il y a un niveau de cohérence qui est, tu vois, ils ont plus de réalisme économique que des communistes de la fac de Tolbiac, tu vois, c'est quelque part, voilà. Est-ce que le progrès est un mensonge? Je crois que oui, tu vois. Donc, écoute, ouais, mais là, c'est vraiment en tirant un peu le sujet sur le côté. Évidemment, chez Dante, tu as le cercle de l'enfer réservé à la gourmandise, mais enfin, tout ça, c'est très périphérique finalement par rapport au truc, quoi. Ouais. Si les gens ont une réflexion, ce sera avec plaisir. T'avais d'autres idées de sujets que tu aurais voulu aborder dans ce podcast Allez, moi, il y a un truc qui m'intéresse. Ouais, C'est, enfin, tu sais, parce que moi, c'est ma perspective sainte-beuvienne, c'est que je suis toujours très intéressé par les conditions de production des œuvres. Je ouais. trouve que c'est toujours intéressant à connaître. Et en fait, les routines gastronomiques des écrivains en disent souvent beaucoup, tu vois. Par exemple, bon, je le fais parce que c'est vraiment le cas le plus facile, mais on pourrait décliner. Hein. Balzac, levé 5 heures du mat, 3 cafetières, écrit
à la lumière de sa bougie, tu vois, dans un faux plafond, parce qu'en fait il est caché dans les combles d'un château, parce qu'en fait il y a des créanciers qui veulent le taper à coups de bâton, d'accord. Donc le mec est dans ce genre d'ambiance là. Il a une feuille de papier, ses 3 cafetières, enfin plein de feuilles de papier, ses 3 cafetières, sa plume, des bougies, et il écrit comme ça pendant des heures, jusqu'à, je sais pas, 8, 9, 10 heures, tu vois, même plus que ça, parfois jusqu'à midi. Ensuite, recafé, tu vois, très très fort. Première collation à 14 000 calories. Ensuite, on retourne travailler. Ensuite, sieste. Ensuite, recafé. Ensuite, collation. Ensuite, on sort théâtre. Et ensuite, on rentre, on réécrit, et on se rendort et on recommence, tu vois. Et tu vois, quand tu comprends que le mec a un rythme de vie aussi déglingué que ça, tu comprends déjà qu'il est mort à 50 balais. Tu comprends ensuite qu'il était obèse. Et tu comprends en fait que le mec il devait avoir des problèmes cardiovasculaires, si tu veux. ça devait être quelque chose. Tu vois, ça devait être assez impressionnant. Mais tu penses Et- que ça a et un je impact trouve sur que sa ça éclaire manière beaucoup. d'écrire, peut-être, ou pas forcément? Ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que tu vois, quand tu écris de façon très ramassée comme ça, quiconque a déjà écrit le sait, quand tu écris de façon très ramassée sur un laps de temps très réduit, tu as toutes les idées en tête. Mm. Donc ce qui donne la formidable cohérence à la comédie humaine, je pense que c'est aussi ça. C'est ces sessions de travail extrêmement ramassées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que le style d'écriture de Balzac, tu sais, où parfois il était payé à la ligne, donc il avait besoin Ouais. d'écrire beaucoup, etc. Et même parfois de faire des dialogues, parce que les dialogues, ça rapportait plus vite que le. Voilà. C'est quelque chose de, pour moi, très important. Et puis le stress qu'il ressentait à devoir payer ses dettes et vivre de sa plume et machin, etc. Puis les velléités entrepreneuriales de Balzac, puis la correspondance qu'il avait à côté en permanence, etc. Ce mode de vie-là le mettait sous pression et je pense qu'il il rattrapait une partie de cette pression dans la nourriture. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais des déceptions amoureuses ou sentimentales. Balzac, c'est quelqu'un qui a jamais été cajolé correctement par sa mère. Enfin, sa mère était pas très chaleureuse. Elle était pas méchante, mais elle était pas très chaleureuse, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup... il a eu beaucoup de maîtresses et d'aventures, etc., mais qui a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un, a-t-il jamais réussi d'ailleurs, à trouver quelqu'un avec qui il pouvait vraiment se poser et être, tu vois, être plus établi, plus installé. Et donc, je crois que sa routine, ouais, a changé beaucoup sa façon d'écrire, tu vois. Et on pourrait décliner ça avec Zola, avec Hugo. Enfin, il y a pas mal d'exemples, à mon avis, qui sont assez parlants de ce point de vue-là. Et tu vois, même la dernière fois, on parlait un peu de Truman Capote et de ses abus de drogue, etc. Tu sais, Capote, il mélangeait genre, par exemple, son omelette du matin avec 3 grammes d'amphétamine. Enfin, tu sais, il y avait un mélange des genres, tu vois. C'était très Non, mais particulier. je On mange des pourrait œufs décliner, bio, tu vois. hein, mais par contre, Mes amphétamines sont à hausser, hein, vraiment. Voilà, donc non, je crois que c'est une perspective intéressante. Je sais pas si t'as déjà demandé à Dalrymple dans quelles conditions il écrivait, mais peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher par là. pour le coup, je pense que c'est un peu un ermite dans sa manière de. Enfin, c'est un gars qui lit énormément. Ouais. Je veux dire, je pense que il lui arrive régulièrement de lire 2 livres par jour, je pense. Tu vois, c'est ce niveau de. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, c'est de l'autisme là. Disons que c'est un quand même lecteur vraiment waouh. assidu, quoi. Et je l'ai toujours Ouais. vu se balader avec des bouquins, et c'est le gars qui, en fait, tu le vois à 2 jours d'intervalle, et il a lu 3 livres en attendant, quoi. Enfin, Ouais. c'est assez bluffant. Et Bon, là, c'est il est à beau, la ça. retraite, donc je pense qu'il a particulièrement le temps aussi, tu vois. C'est peut-être aussi ça. Ouais. Mais il y a un peu de ça. En termes de nourriture, bah, il est de très bonne compagnie, et on a fait quelques repas Ouais, c'est vrai. Je sais que vous avez assez fait des bons sympathiques, repas, hein, ouais. je veux dire. Donc après, je sais pas si ça influe vraiment sur sa manière d'écrire ou quoi que ce soit. Mais je Ouais. pense que moi, c'est des questions, je trouve, un peu intéressantes aussi, les routines, etc. À mon avis, ça fait partie des quelques trucs avec le sommeil, avec Ouais, tout à fait. l'activité physique, et il y a quelques bricoles comme ça qui sont vraiment très déterminantes, en fait, sur la vie des gens, et presque leur manière de percevoir la réalité aussi, en fait. Quand tu dors Ah oui, c'est très sûr. peu, tu C'est ne perçois absolument pas sûr. la réalité de la même manière que quand tu dors correctement. Et Ouais, si Radou était là, il nous parlerait de Sioran, mais c'est sûr qu'effectivement, t'as un rapport complètement déformé à la réalité, ouais, là-dessus. C'est très très fort. Et tu sais, en plus, c'est marrant parce que cette théorie, c'est une théorie que tu peux vraiment vérifier de façon très contemporaine aussi. Moi, je veux dire, tous ceux qui ont lu les 2 tomes de l'Hydre aux éditions de la Giberne et qui ont apprécié Antoine Souki et ce côté très rond, très bonne franquette, très amusant, etc., etc. Faut savoir qu'en fait, quand on sort un bouquin, chaque fois qu'on a sorti un bouquin avec Antoine, on s'est fait un excellent resto pour fêter ça. Et la première fois, pour le premier tome de l'Hydre, il m'avait invité dans un resto italien
mec, c'était de la cuisine napolitaine. On n'a jamais fini nos plats. C'était incroyable. Genre, il y avait une quantité de bouffe qui était absolument délirante sur la table. D'ailleurs, je le remercie encore, un big up à Antoine pour cette adresse. Vraiment, on avait très très bien mangé. On avait eu un débat interminable sur Dieu et la théologie pendant qu'on s'enfilait ça. Et en fait, si tu veux, on avait renoué avec un truc très français, c'est-à-dire la raison de notre retrouvaille, c'est un roman. La discussion qu'on a, c'est un truc de philosophie. Et il y a 14 000 calories pour accompagner ça avec 3 bouteilles de vin sur la table, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc aussi, tu vois. Si c'était un type qui était un ascète bizarre, etc., qui mangeait 3 kilos de pain par jour, il vous aurait pas pondu les mêmes romans qui ont régalé les gens, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'articule là-dedans de façon très profonde. Bah, c'est un peu la même chose avec un Chesterton, hein, dans le genre ouais, exactement. gars qui bouffait énormément et tout. Enfin, je sais pas si tu connais cette espèce de vanne. Je crois que c'était Bernard Shaw qui était un socialiste relativement sec et tout, qui lui avait lancé une fois un truc du genre je connais enfin la raison de la famine en Angleterre ou en Irlande, je sais plus. Enfin bref, il l'avait vanné en lui disant oui, en gros, c'est vous qui avez tout bouffé, quoi. Attends, mais parce que le gars il devait peser genre littéralement 160 kilos, je pense. Facile, hein. Il n'y a pas une répartie incroyable de Chesterton justement où il avait dit à Shaw et du coup vous êtes privé de manger pour équilibrer ou un truc comme ça, enfin tu vois. Je crois qu'il lui avait dit on pourrait mettre 2 Anglais dans votre pantalon et l'autre lui a dit ça tombe bien parce que vous ne représentez pas la moitié d'un, enfin c'est ce genre de vanne, tu vois. Parce qu'en fait il faut savoir que les mecs ils s'opposaient, mais il y avait à côté joute Verval, c'est les meilleurs ennemis, quoi. C'est ça qui est intéressant dans le duo. Ouais, bah écoute, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire à nos amis sur les questions de nourriture, mais sinon je pense qu'on peut clôturer ce bel épisode avec ces belles paroles. Eh bah écoute, oui, moi je te propose qu'on clôture, peut-être un petit rappel de promotion, de publicité, pour susciter encore une fois votre intérêt, votre attention sur la campagne Scruton qui vient donc de démarrer. Et je sais pas, côté Giberne, je crois qu'il y a un nouveau livre aussi, donc... Ouais, il y a un nouveau livre aussi, donc Objectif 23 de la SF, qui se passe dans un Paris futuriste, enfin relativement futuriste, dans lequel en gros la criminalité a été abolie parce que le gouvernement contrôle des puces cérébrales chez les gens. Voilà, donc si vous avez aimé, je peux citer plein d'influences, hein, mais si vous avez aimé Fight Club, si vous avez aimé l'Orange Mécanique, si vous avez aimé Minority Report, si vous avez aimé Blade Runner, si vous avez aimé et aussi des trucs qu'on attend beaucoup moins, genre Kafka, genre Lampedusa, genre Homer. Il y a une grosse référence à Homer à un moment donné dans l'histoire. Vous allez vous régaler. Donc j'ai envie de dire Kadik, enfin je peux pas tous les faire, mais vous avez compris. Foncez, c'est de la balle, ça va vous plaire. Et puis en plus en ce moment vous avez des petites réductions sur le site, donc c'est le moment de vous faire plaisir. Et puis Scruton, c'est très bien aussi. Dans une semaine on reçoit l'auteur pour en parler, donc exactement, en plus vous aurez toutes les infos dans une semaine. Exactement. Donc moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que les gens n'ont pas besoin d'attendre une semaine, mais dans une semaine ils auront encore plus de raisons d'y aller. Voilà, c'est là-dessus que je peux résumer les choses. Et ben voilà, super. Merci mon cher Hussard, et puis à la semaine prochaine pour tous ceux qui nous écoutent. Salut tout le monde.